Alors maintenant, on va définir un nouveau type de données abstrait qui va ressembler beaucoup au tableau qu'on a vu jusqu'ici, mais on appellera ça un tableau partiellement rempli. On abrégera ça souvent tableau PR. P pour partiellement, R pour rempli. Alors qu'est-ce que c'est? Un tableau partiellement rempli, c'est un tableau, mais avec certaines restrictions. On pourra contenir des cases vides à la fin, mais pas de cases vides en plein milieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Voyons sur un exemple. Ceci, c'est un tableau partiellement rempli, puisque c'est un tableau qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases, et dont les 4 premières sont remplies. Et les 2 dernières ne sont pas remplies, donc elles ne sont pas initialisées. Ceci, qui est barré, n'est pas un tableau partiellement rempli dans le sens où je viens de le définir, puisque sur les 6 cases, eh bien, il y a une case qui est vide ici en plein milieu. Et donc, pourquoi est-ce qu'on veut se restreindre à des tableaux dont le début est rempli jusqu'à un certain point et pas rempli ensuite? Eh bien, parce que nos tableaux partiellement remplis vont posséder une information de plus par rapport à un tableau normal. Ça va être le numéro de la dernière case utilisée. Et en fait, plus concrètement, cette dernière case utilisée, ce sera un entier rangé dans un champ qu'on appellera dernière du tableau. Alors voilà, du coup je vais donner les spécifications de mon type de données abstrait tableau partiellement rempli. Donc toutes les opérations qui sont possibles sur un tableau d'habitude sont également possibles sur un tableau partiellement rempli avec la même syntaxe. Donc on le déclarera même de la même manière, on pourra lire et écrire dans une case de la même manière que dans un tableau normal. Et en plus, on aura accès au numéro de la dernière case en une opération élémentaire avec la syntaxe suivante. On mettra donc le nom de notre variable tableau, point dernière. Par exemple, je peux tester si tab.dernière est égal à 2, c'est-à-dire si le numéro de la dernière case remplie est égal à 2. Donc pour ceux qui ont vu les structures en C, on retrouve en fait ici quelque chose de très similaire avec les champs comme on avait défini dans les structures. Donc avec la syntaxe du point et ensuite le nom du champ pour accéder à ce qu'il y a dans le champ ou pour écrire dans ce champ. Et donc pour ce tab.dernière, en particulier, on utilisera la valeur -1 comme valeur spéciale pour dire qu'aucune case n'est remplie. Parce que du coup, si aucune case est remplie, on ne sait pas trop ce qu'il faut mettre dans ce champ dernière. On ne peut pas mettre 0, puisque ça voudrait dire que la dernière case remplie, c'est la case numéro 0, et donc en particulier qu'il y a bien une case remplie. Alors voici un petit exemple d'utilisation d'un tableau partiellement rempli. Donc je déclare mon tableau tab, qui aura 10 cases chacune de type int. Au début, je mets tab.dernière, je le règle ce champ-là à -1, c'est-à-dire valeur spéciale disant qu'aucune case n'est remplie pour l'instant. Puis je vais écrire 5 dans la case numéro 0, -3 dans la case numéro 1, 56 dans la case numéro 2, et ensuite je règle mon champ tab.dernière correctement, c'est-à-dire à l'indice 2, puisque les cases 0 à 2 incluses sont remplies. Donc la dernière case remplie est bien la case d'indice 2. Alors, on va voir maintenant comment créer des opérations qui sont un petit peu plus compliquées, mais très souvent utiles, sur les tableaux partiellement remplis, à partir des opérations de base, et on calculera leur complexité. Et on va les standardiser un petit peu. Pourquoi? Parce que, en fait, on va se servir de ces opérations-là pour comparer les différentes structures de données qu'on va voir dans ce cours. Et en particulier, on fera les mêmes opérations sur le liste chaînée une fois qu'on aura vu le liste chaînée. Et ça nous permettra de comparer un petit peu les avantages et les inconvénients de nos différentes structures de données. Donc on va voir comment ajouter un élément fin de tableau lorsqu'il reste au moins une case de libre. On va voir comment ajouter un élément début de tableau, pareil, lorsqu'il reste au moins une case de libre. On va voir comment supprimer un élément sans garder l'ordre, lorsqu'on nous donne le numéro de case. On va voir comment supprimer en gardant l'ordre des éléments, cette fois-ci. Et on va voir comment rechercher la position d'une valeur. Alors, donc l'opération voulue sur ce slide, c'est l'insertion d'un élément à la fin. On appellera ça ajout de fin, donc on suppose qu'il reste une case libre. On veut garder l'ordre des éléments et on veut ajouter l'élément -3. Donc là, on a un tableau, un exemple de tableau avant l'opération. Donc tab.dernière vaut 2, il est réglé ici, le curseur tab.dernière. Et ce qu'on veut, tout simplement, c'est insérer le -3 dans la première case qui est vide
et du coup décaler notre table point dernière, puisque maintenant la dernière case remplie est à l'indice numéro 3. Donc pour cela, on va écrire une fonction ajout de fin, qui sera une procédure, c'est-à-dire une fonction qui ne renvoie rien, qui prend en argument un tableau de nombres qu'on supposera être un tableau partiellement rempli, et la valeur qu'on veut insérer. Donc tout d'abord, il faut qu'on vérifie qu'il reste bien une case de libre dans le tableau. Pour cela, on va lire dans le champ table.dernière, et on va vérifier que la dernière case qui est remplie n'est pas la dernière case qui existe dans notre tableau. Donc il faut vérifier que l'indice table.dernière soit différent de l'indice de la dernière case du tableau qui existe, à savoir longueur du tableau -1. Et si oui, eh bien, on va identifier l'indice de la case dans laquelle on va écrire notre nouvelle valeur insérée, c'est-à-dire l'indice qui suit la dernière case remplie. Puis on va écrire cette valeur insérée dans cette case dont l'indice a été identifié à la ligne précédente. Et ensuite, on n'oublie pas de décaler notre champ table.dernière, puisque maintenant, notre dernière case remplie est un cran plus loin qu'avant. Alors, on va calculer la complexité de cette procédure qu'on vient d'écrire au slide précédent. Donc, on va compter les opérations élémentaires de tableaux partiellement remplis comme définies dans les spécifications. C'est-à-dire que lire ou écrire dans une case du tableau, ça coûte une opération. Lire ou écrire dans le champ dernière, ça coûte une opération élémentaire. Et accéder à la taille du tableau, ça coûte une opération élémentaire. Et donc pour compter la complexité, on aura en fait deux paramètres qui pourront s'avérer pertinents. On pourra appeler D le nombre de cases déjà remplies au début de l'appel et on comptera la complexité en fonction de D. Une autre possibilité, c'est de compter en fonction de N, où N est la taille du tableau. Donc la différence, c'est que N, ça compte le nombre de cases qui existent dans le tableau, et D, ça compte le nombre de cases du tableau partiellement rempli qui sont déjà remplies. Donc on aura toujours D inférieur ou égal à N. Voilà, parfois ce sera plus intéressant de compter en fonction de l'un ou l'autre des paramètres. Alors, donc du coup j'ai encadré les opérations élémentaires que je dois compter. Donc ceci, ça me coûte une lecture dans le champ dernière. Ceci, ça me coûte un appel à longueur du tableau, etc. Donc j'ai une opération ici, une opération ici, une ici, une ici. Je n'ai pas de boucle, donc il me suffit de compter toutes les opérations que je vois ici. Il n'y a pas non plus d'appel de fonction qui pourrait cacher un certain nombre d'opérations élémentaires. Donc ici, l'exécution de ajout de fin me coûte 6 opérations élémentaires de tableau. C'est donc une opération en temps constant que l'on note en grand O de 1 pour la complexité. Alors, maintenant, on va voir notre deuxième opération voulue. On voudrait insérer un élément dans un tableau partiellement rempli, mais cette fois-ci au début, en gardant l'ordre des éléments suivants. Et ça, eh ben, ça va nous impliquer de tout décaler d'un cran vers la droite, puisque je n'ai pas d'opération qui me permette de créer une case au début du tableau. Donc tout ce que je peux faire, c'est utiliser les cases qui existent, et si je veux que mon -3, qui est la valeur que je veux insérer, se retrouve au début, eh bien je n'ai pas d'autre choix que de décaler tout le contenu de mon tableau d'un cran vers la droite. Donc on va supposer qu'on fait cette opération s'il y a une case de libre, et s'il n'y a pas de case de libre, eh bien, on ne fera rien. Alors pour réfléchir, c'est toujours important de prendre un exemple et d'exécuter pas à pas avec un crayon sur notre papier ce qu'on veut faire. Donc là je triche un petit peu puisque je fais comme si je travaillais sur une copie de mon tableau, mais en fait je ne vais pas copier mon tableau, hein, je vais déplacer les éléments dans mon tableau, ce qu'on appelle en place, c'est-à-dire sans copie. Mais c'est juste pour réfléchir, en fait je me rends compte que il faut que je commence par la dernière case qui est remplie, et je dois la recopier dans la case qui a un cran à droite. Et ensuite je peux prendre ce -4, aller l'écrire ici. Ensuite, je peux prendre ce 1, aller l'écrire ici, etc. Voilà, jusqu'à ce que j'ai recopié le 2 qui était ma première valeur de tableau avant l'opération ici. Et maintenant, eh bien, je peux écrire mon -3 qui est la valeur à insérer. Et il ne faudra pas que j'oublie à un moment donné de décaler mon curseur de table.dernière qui vaudra maintenant 4 au lieu de 3, c'est-à-dire 1 de plus qu'avant. Alors, comment est-ce que je m'y prends? Donc, je vais écrire cette procédure, donc une fonction qui ne renvoie rien, qui s'appelle ajout de début, qui prend en argument un tableau de nombres qui sera un tableau partiellement rempli et la valeur qu'on veut insérer. Donc, comme tout à l'heure, je dois vérifier qu'il reste bien une case de libre. Donc, il faut que je vérifie que le champ table.dernière
est différent de l'indice de la dernière case qui existe, c'est-à-dire longueur du tableau moins 1. Et si ceci est vrai, eh bien, je vais devoir faire une boucle pour, puisque je vais devoir répéter l'opération de décalage pour chacune des cases qui existent. Donc, je vais aller écrire dans la case table de i ce qu'il y a actuellement dans table de i-1, ce qui permet de décaler d'un cran vers la droite. Et il ne faut pas que je me trompe, pour ne pas écraser des informations dont j'aurai encore besoin, il faut que je fasse ma boucle pour de manière décroissante. C'est-à-dire que je vais commencer à table.dernière plus 1, et je vais évoluer par pas de moins 1, c'est-à-dire que mon i va être décrémenté de 1 à chaque fois, et je m'arrêterai quand i vaut 1, puisque dans ce cas-là, j'irai écrire dans table de 1 et lire dans table de 0. Donc voilà, je fais ça donc pour toutes les valeurs de i qui sont indiquées ici. Et à la fin, eh bien, je peux écrire ma valeur insérée dans la case table de 0. Et je n'oublie pas d'incrémenter mon champ table.dernière pour me souvenir que désormais, la dernière case qui est remplie est à l'indice 1 de plus que ma dernière case remplie avant l'appel du tableau. Alors pour la complexité, on va compter les opérations élémentaires de tableau comme définies dans les spécifications. Donc j'ai encadré pour mettre en valeur les endroits où je dois compter une opération élémentaire. Donc une lecture dans le champ dernière, un appel à longueur du tableau, etc. etc. Ici, j'ai une boucle pour qui va se répéter d fois. Alors pourquoi d fois? Donc d, c'est le nombre de cases remplies à l'appel du tableau. Donc ça correspond en fait à table.dernière plus 1. Et je me rends compte que je passe bien dans cette boucle pour d fois. Donc autant d'entiers qu'il y a entre 1 et table.dernière plus 1. Donc je fais 3 opérations élémentaires répétées d fois pour ma boucle. Et j'avais 2 opérations avant ma boucle, et il y a 3 opérations après ma boucle, ce qui me donne un total de 3D plus 5 opérations. Donc c'est un grand taux de D, et donc c'est aussi un grand taux de N, puisque D est inférieur ou égal à N, où N est la taille du tableau. Donc c'est linéaire en D et c'est linéaire en N. Alors, nouvelle opération voulue, je veux supprimer un élément du tableau dont on me donne le numéro de case. Et on ne m'impose pas de garder l'ordre des autres éléments, donc je vais faire au plus économique. Donc, imaginons que mon tableau avant l'opération soit ceci, et qu'on me demande de supprimer ce qu'il y a dans la case numéro 2, ça veut dire que ce moins 4 doit disparaître. Attention, je n'ai pas le droit de laisser une case vide en plein milieu de mon tableau partiellement rempli. Par définition, des tableaux partiellement remplis. Donc il faut que je remplisse cette case par autre chose. Eh bien, le plus économique, ça va être en fait de récupérer la valeur qui est dans la dernière case remplie du tableau et de venir l'écrire ici. Donc c'est ainsi que mon 10 va se retrouver à la place de mon moins 4 et je dois décrémenter mon curseur table.dernière. Donc pour ceci, je fais une procédure, c'est-à-dire une fonction qui ne renvoie rien, que j'appelle supprime désordre parce qu'elle ne garde pas l'ordre des éléments du tableau, qui prend en argument le tableau partiellement rempli tab et un entier position qui me donne l'indice de la case du tableau dont je dois supprimer l'élément. Donc je vérifie que cette position est bien une case qui est remplie, c'est-à-dire qu'elle doit être inférieure ou égale à table.dernière. Je stocke dans une variable position dernière ce qu'il y a actuellement dans table.dernière, donc c'est la dernière case qui est actuellement remplie. Je viens écraser la case d'indice numéro position avec ce qu'il y a dans ma dernière case remplie du tableau. Alors je peux également le faire plus directement si je ne souhaite pas passer par une variable intermédiaire position dernière, ça revient exactement au même. Et je n'oublie pas de décrémenter le champ dernière, le curseur de dernière case du tableau rempli. Alors en fait, on se rend compte que je n'ai pas vraiment écrasé finalement ce qu'il y avait dans la dernière case, mais comme j'ai décrémenté mon curseur et que je ne m'autorise pas à aller lire dans une case du tableau qui est après mon curseur de dernière position remplie, eh bien, ça fera finalement comme si j'avais écrasé ce qu'il y avait dans mon tableau. Pour compter la complexité, donc on compte les opérations élémentaires de tableau partiellement rempli, donc lire, écrire dans une case du tableau, lire, écrire dans le champ dernière, ou bien accéder à la longueur du tableau. Donc il n'y a pas de boucle,
il n'y a pas d'appel de fonction, donc il suffit de compter le nombre d'opérations que j'ai encadrées. Ici, il y en a 6. Donc, supprime désordre fonctionne en temps constant. Nouvelle opération voulue, je veux supprimer un élément du tableau dont on connaît le numéro de case. Donc pour l'instant, c'est la même chose que l'opération que j'ai fait précédemment, mais cette fois, on m'impose de garder l'ordre des autres éléments. Donc il va falloir décaler toute la fin. Je ne peux pas me permettre d'aller prendre ce qu'il y a dans la dernière case et d'aller écraser la case que je veux écraser. Donc si je veux écraser le contenu de la case numéro 2 tout en gardant l'ordre des cases, eh bien il va falloir en fait que ce 6 vienne écraser mon moins 4 et que ce 10 vienne écraser mon 6. Donc pour cela, j'écris ma procédure supprime ordre qui prend un tableau partiellement rempli et la position qui est l'indice de case dont je veux supprimer le contenu. Je vérifie toujours que position est bien l'indice d'une case qui est remplie dans mon tableau. Et je vais faire une boucle pour i allant de, alors cette fois c'est une boucle ascendante, donc par pas de 1. Je commence à position, l'indice de la case que je dois écraser, puisque c'est bien ce que je vais faire du coup en premier. Et je vais écraser le contenu de la case i avec le contenu actuel de la case i plus 1. Et je m'arrête une fois que j'ai atteint tab.dernière moins 1. Et je n'oublie pas de mettre à jour mon champ, mon curseur de dernière case qui est remplie dans mon tableau, qui doit donc être décrémenté puisque j'ai supprimé un élément. Je compte la complexité, donc toujours avec les mêmes opérations élémentaires que tout à l'heure, et je compte soit en fonction de D, le nombre de cases déjà remplies, soit en fonction de N, la taille du tableau. Donc ici, j'ai une boucle pour qui compte 3 opérations à chaque fois, et qu'on répète au pire D-1 fois, ce qui me fait un total, une fois que j'ai ajouté l'opération qui est avant et les 2 opérations qui sont après, de 3 fois D-1, plus 1 avant, plus 2 après, ça me donne donc 3D. Donc c'est linéaire en D, le nombre de cases qui étaient déjà remplies, et donc c'est aussi en particulier linéaire en N, le nombre de cases qui existent dans mon tableau. Et dernière opération voulue, on va vouloir rechercher le numéro de case d'un élément, c'est-à-dire qu'on va me donner une cible et on veut savoir si cette cible apparaît dans mon tableau et si oui, à quel indice. Et on reverra -1 si on ne l'a pas trouvé. Donc par exemple, je veux rechercher la valeur -4 dans ce tableau. Eh bien, il va falloir que j'identifie que le -4 est dans la case numéro 2. Il faudra renvoyer 2. Donc pour ceci, ça va être donc une fonction qui va envoyer un entier, l'indice de la case au -1 si on n'a pas trouvé. J'appelle ma fonction recherche pose qui prend en argument un tableau et ma cible. Donc au début, ma réponse, je vais l'initialiser à -1, puisque jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas trouvé ma cible. Et je vais parcourir les cases d'indice i allant de 0 à tab.dernière. Donc tab.dernière, c'est l'indice de la dernière case du tableau qui est rempli. Et si tab de i est égal à cible, eh bien j'ai trouvé, donc je range l'indice i dans ma réponse. Ici, on ne précise pas ce qu'il faut faire exactement si la cible est plusieurs fois dans le tableau. Donc on va supposer qu'on a le choix de renvoyer n'importe quel indice parmi les cases auxquelles la cible apparaît. Et donc à la fin, je renvoie réponse qui vaut soit l'indice de case d'un tableau où il y avait cible, soit -1 si la cible n'est pas dans le tableau. Et là encore, je vais étudier la complexité en fonction de D et en fonction de N. Donc les opérations élémentaires sont mises en valeur ici, et il y en a 2 pour chaque itération de la boucle. Et combien d'itérations de la boucle il y a? Eh bien, en fait, autant que de cases qui sont remplies. Donc comme D compte le nombre de cases qui sont remplies, je passe D fois dans ma boucle. Donc le nombre total d'opérations élémentaires est 2D, donc c'est linéaire en D et c'est aussi linéaire en N, la taille du tableau. Donc voici un petit tableau récapitulatif de ce qu'on a vu sur le type de données abstraites, tableau partiellement rempli. On a vu comment déclarer un tableau partiellement rempli et on a dit que ça coûterait 0 opération élémentaire, même si c'est un tout petit abus de comptage. Ensuite, on a vu comment lire ou écrire dans une case
d'un tableau avec cette syntaxe, ça coûte une opération élémentaire. Accéder à la taille, ça se fait avec cette syntaxe, ça coûte une opération élémentaire. Et lire ou écrire dans le champ dernière, le curseur qui me donne l'indice de la dernière case qui est remplie, eh bien je fais ceci avec cette syntaxe et ça me coûte une opération élémentaire. Et ensuite, on a vu comment construire des opérations un petit peu plus complexes comme une série d'opérations élémentaires. On a vu comment insérer un élément à la fin d'un tableau partiellement rempli à condition qu'il reste une case. Et ça se faisait en temps constant. Insérer au début à condition qu'il reste une case, ça se faisait en temps linéaire puisque je suis obligée de décaler tout ce qu'il y avait dans mon tableau pour libérer la case du début de tableau. On a vu comment supprimer un élément sans garder l'ordre. Et dans ce cas-là, ça se faisait en temps constant, puisqu'en fait, je venais juste prendre ce qu'il y a dans ma dernière case du tableau et écraser la case que je voulais supprimer. On a vu comment supprimer en gardant l'ordre, et cette fois-ci, ça me coûte un temps linéaire, puisque comme je dois garder l'ordre des éléments, je dois opérer en fait un décalage sur tout ce qu'il y avait après la case que je veux supprimer. Et on a vu comment rechercher la position d'une cible dans le tableau, et ceci était également en temps linéaire. Alors pour voir si vous avez bien compris l'intuition sur ces tableaux partiellement remplis et sur la complexité qu'on a vue jusqu'à maintenant, il y a un petit quiz. Donc je vous demande, sans écrire les algorithmes correspondants, de deviner la complexité de chacun des trois algorithmes qui sont décrits ici. Donc je vous invite à mettre pause, à réfléchir, choisir une réponse pour chacune des trois questions, et ensuite on va le corriger. Donc je suppose maintenant que vous avez trouvé les réponses que vous souhaitiez choisir. Alors si on veut calculer la moyenne des nombres qui apparaissent dans un tableau partiellement rempli, on vous demande est-ce que la complexité va être constante ou bien linéaire en le nombre de cases qui existent dans le tableau ou bien quadratique. Et bien en fait c'est linéaire puisque je vais devoir parcourir mon tableau en lisant dans chaque case une fois pour calculer la somme des nombres qui apparaissent dans le tableau et ensuite je vais diviser par le nombre de nombres que j'ai compté. Donc ça va me coûter un temps linéaire. Si je veux trouver le max dans un tableau partiellement rempli non trié, et bien là encore je dois faire un parcours entier de mon tableau et à chaque étape je dois me souvenir du plus grand élément que j'ai vu jusqu'ici et le mettre à jour quand je trouve quelque chose de plus grand. Et donc ce sera bien un temps linéaire. Et pour trouver le max dans un tableau partiellement rempli qui est déjà trié dans l'ordre croissant, et bien là, ça va me coûter seulement un temps constant, puisqu'il suffit que j'aille lire dans la dernière case remplie de mon tableau. C'est la définition de trier dans l'ordre croissant, ça veut dire que la plus grande est à la fin de la dernière case remplie. Donc pour ceci, il suffira de lire dans la case tab.dernière.